Sup et catch addicté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de Payback 2020 et restez à la fin de la vidéo car je vous fais juste après la review de Monday Night Raw parce que j'en ai passé des trous du côté de Raw. Mais avant de commencer la vidéo, je tiens à vous mettre une petite fiche juste ici car si vous avez vu ma dernière vidéo, donc juste avant ça ici, j'ai organisé un concours dans le but de vous faire gagner des cartes Siam Attacks. Donc allez voir cette vidéo, participez. Le concours prendra fin le 10 septembre. Mais sur ce, j'ai été un petit peu trop long. Voilà, j'ai vendu mes anciennes vidéos. Que je commence. Ah, Payback. Ah, et vraiment, ce que je pensais, ça allait être une épée à double tranchant de la WWE. C'est soit ça passait, ou soit ça se cassait la gueule. Et j'ai été agréablement surpris. Bon, après, faut pas chercher... tout le pay-per-view a été construit que sur un match, le main event, donc le match de triple menace entre The Fiend, Bray Wyatt, Strowman et Roman Reigns. Ça c'est clair. Et à quel point que voilà, à tel point c'était tellement facile de prévoir les matchs. J'ai eu tout bon dans mes prédictions de pay-per-view. Donc si vous regardez mon Jimbo Nosty, je vous mets le lien juste ici. Vous verrez que j'ai eu tout bon. Et c'est vrai que c'est extrêmement rare. Donc on peut vraiment dire que Payback était très facile à deviner. Et on commence par le kick-off. Il y a eu Riot Squad, Liv Morgan et Ruby Riot contre les Iconics, BK et Peyton Royce. Oh bah, c'est un kick-off quoi. C'est un kick-off comme un autre, je vais pas aller bien loin. Voilà, les Iconics ont essayé de créer un Discord entre Liv Morgan et Ruby Riot en faisant croire que Liv Morgan a été attaqué par Ruby Riot alors qu'en fait c'est Iconics qui l'ont attaqué. Et voilà, ça s'est terminé par une victoire du Riot Squad. Donc je vais mettre voilà un 5 sur 10 et tu vois qu'après pendant le panel, ils arrivent en disant ouais on est content d'être revenus, on est contente et tout, on est redevenus les meilleurs amis. Ouais. Mais par contre, les Iconics, là, elles sont sur une défaite et vu ce qui s'est passé à Raw, elles sont pas sorties d'auberge. Et maintenant, on passe à la carte principale. On commence par le championnat des États-Unis défendu par Apollo Crews contre Bobby Lashley, bien sûr, accompagné de MVP et de Shelton Benjamin. Et à noter que sur ce coup-là, MVP Shelton Benjamin, bien zappé, voilà, en costard cravate et tout. Et à noter que dans ce match, à la différence de SummerSlam, MVP et Shelton Benjamin sont autorisés à être aux abords du ring. Donc on peut supposer que Hurt Business puisse intervenir pour gêner Apollo Crews pour faire gagner Bobby Lashley. Et non, Bobby Lashley a gagné mais de manière clean le match avec sa Foot Nelson. Donc vraiment présenter Bobby Lashley tellement fort qu'avec Foot Nelson, souvenez-vous quand il a porté, c'était avant H2 Moose, à quel point que cette prise était tellement destructrice que Apollo Crews ne pouvait pas défendre son titre à H2 Moose contre MVP, voilà, donc c'est sûr c'est sorti comme l'arme fatale. Et moi personnellement, ce match je m'attendais plus vraiment à des interventions, peut-être pas forcément du Hurt Business, mais du côté d'Apollo Crews, c'est-à-dire pourquoi pas Cedric Alexander ou Ricochet qui viennent trahir Apollo Crews pour pourquoi pas rejoindre le Hurt Business, parce que voilà, le Hurt Business, MVP, il aime bien récupérer, recruter d'autres membres. Il a fait une proposition à Cedric Alexander. Ricochet n'a pas aimé, non, il n'a pas aimé, il a pas aimé. Donc au final, voilà, je m'attendais à cette intervention, mais enfin bref, voilà, victoire de Bobby Lashley, je suis assez content. Et tu vois qu'après le match, MVP qui chope un photographe pour prendre des photos. Voilà, regardez, immortaliser ce moment. Voilà, le directeur du Hurt Business est champion. Et on comprend pas, Apollo Crews, mauvais perdant, attaque Bobby Lashley. Apollo Crews a fait un hit, on est là maintenant. Et il nous dit voilà que y a pas fini, l'histoire n'est pas finie. Donc on peut supposer voilà, qu'Apollo Crews va vouloir à tout prix récupérer son titre de champion des États-Unis. Pour ce match, je vais mettre un 6 sur 10, voilà, c'est un bon opener, voilà, ni plus ni moins. Et là, on passe à un des premiers matchs de SmackDown, Big E face à Sheamus. Et il y a à boire et à manger dans le match. On voit vraiment que le match, c'est que pour construire Big E, quoi. On le voit, c'est gros comme une maison, quoi. Parce que Big E se fait dominer pendant tout le match. Et à un moment donné, voilà, il y a un second souffle et il écrase totalement Sheamus. Donc victoire de Big E. Donc on voit vraiment qu'il y a WWE et c'est potentiellement de nous recréer une Coffee Mania. Donc on va appeler ça une Big E Mania. Big E Mania, je devrais peut-être déposer le brevet pour ça. Une Big E Mania, pourquoi pas, mais dans la conjoncture actuelle, ça va être difficile de faire une si grosse pop qu'a eu Kofi l'année dernière. Donc pour moi, ça risque d'être compliqué, mais on voit vraiment qu'à WWE push Big E
dans le but de voilà pourquoi pas les faire affronter champion intercontinental ou potentiellement le champion de le champion universel. Bon, moi j'aurais peut-être une petite théorie, donc là c'est Black Mass Design, on avait vu ça dans un de ses lives et l'idée n'est pas trop bête, ce serait au final que Jeff Hardy et Sami Zayn s'affrontent, Sami Zayn récupère le titre intercontinental et après on nous fait un Biggie Sami Zayn, parce que pour moi je vois pas Jeff Hardy perdre de titre contre Biggie, sachant que voilà bah moi Jeff Hardy j'ai dans mon cœur quoi. Mais enfin bref voilà, je ferme cette parenthèse, je vais mettre voilà un 6 sur 10 pareil que le match précédent, j'ai rien de plus à dire. Et on continue sur un autre match, bah voilà, c'était celui que j'attendais le moins, c'est Matt Riddle contre le roi Corbin. Et bah c'est la même chose que le match précédent. Hein. C'est par contre une petite différence, c'est que Corbin attaque Matt Riddle dès le début, donc c'est-à-dire que Matt Riddle fait son entrée et Corbin voilà, il veut prendre un avantage, et hop, il va attaquer Matt Riddle. Et pendant le match, parce que bon, j'ai du mal à comprendre l'anglais, mais voilà, dès que vous comprenez certains mots, vous arrivez plus ou moins à comprendre les grandes lignes. Et bah les commentateurs nous balancent que la victoire sur King Corbin serait la plus grande victoire de Matt Riddle. What? Vous avez pas oublié un détail? Matt Riddle a affronté Jay Styles à ses débuts et il a battu, mais non. Et Jay Styles est inférieur à King Corbin. C'est une première nouvelle. Même moi je savais pas quoi. Donc voilà, bah victoire de Matt Riddle, voilà, faut pas aller bien loin. Et apparemment la rivalité est très loin d'être terminée parce que pendant une interview d'après-match, Matt Riddle se fait encore attaquer par Corbin. Donc on peut supposer que voilà, à SmackDown, Corbin va toujours attaquer Matt Riddle. Et on va nous faire un Roman Reigns contre Corbin 2.0, c'est-à-dire pendant 6 mois ils vont nous faire ça jusqu'à la fin d'année, début d'année 2021. Donc, franchement je suis pas fan. Il faut que Matt Riddle se débarrasse de Corbin et qu'il retrouve le sommet quoi, parce que vous nous faites commencer par affronter AJ Styles pour le titre intercontinental et là il affronte Corbin. C'est un peu la descente aux enfers pour Riddle. Donc voilà, je note voilà, ce match 6 sur 10 CG et rien de plus à dire. Et là, le moment qu'on attend, est-ce que Bayley et Sasha Banks vont se séparer? Parce que les séparations, on a ça depuis un bon moment. Déjà, ça fait une semaine que c'est comme ça. Parce que voilà, on a par exemple Alexa Bliss et Nikki Cross qui se sont séparés. Sami Zayn et Cesaro et Nakamura se sont séparés. Il y a Luchasaurus Party, il y a des tensions. Donc je pense qu'à WWE, ils ont pris un abonnement quand même pour les séparations des équipes. Je sais pas, c'est peut-être un signe, quoi. Shayna Baszler et Nia Jax, une équipe totalement improvisée, affrontent les championnes Bayley et Sasha Banks. Et franchement, j'ai été agréablement surpris de ce match. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, parce que je m'attendais trop à ce que Nia Jax et Shayna Baszler viennent à se taper dans la gueule à un moment donné. Parce qu'elles ont dit, elles peuvent pas se saquer. Il y en a une dit qu'elle craint, l'autre qu'elle déteste. Bref, non des trucs où elles se renvoient des pics dans la gueule. Mais elles font front commun pour affronter Bayley et Sasha Banks qui, elles, sont les meilleures amies de la planète. Apparemment. Pour le moment. Et, au final, elles ont bien travaillé ensemble. Ça m'a vraiment rappelé, à l'époque de la génération Catch Attack, bien sûr, le Team No, Daniel Bryan et Kane, ou les débuts de The Bar avec Sheamus et Cesaro. Bon, voilà, j'étais agréablement surpris et voir, que Nia Jax, en équipe, ça va. C'est beaucoup mieux, je préfère mieux avoir en équipe qu'avoir en solo, parce qu'en solo, elle est pas très grande, ça te donne l'impression de t'affronter Big Show du côté masculin, c'est que tu vas affronter quelqu'un qui a un rythme très lent et tu peux pas mettre de vitesse avec Nia Jax. Mais enfin bref, la fin, j'ai surkiffé. De voir Shayna Baszler qui a réussi à s'occuper de Bayley et Sasha Banks en même temps, oh putain, ça se voit qu'elle a fait du MMA. Parce qu'au début, elle isole Sasha Banks, donc elle lui chope les jambes pour pas que Sasha Banks puisse intervenir pour sauver Bayley au moment du Kirifuda Clutch, donc je crois, si je dis bien, enfin bref. La prise de soumission de Shayna Baszler, donc elle porte la prise de soumission à Bayley, et au moment où Sasha Banks veut casser la prise, donc donner un coup de poing à Shayna Baszler attrape le bras de Sasha Banks et l'utilise pour étrangler Bayley. Et Bayley n'a pas le choix, elle tape. On a des nouvelles championnes, on a Nia Jax et Shayna Baszler qui sont les nouvelles championnes. Et à noter que je suis curieux de voir du côté de SmackDown parce que Sasha Banks ça n'a plus rien. Ah si, elle n'a plus que les yeux pour pleurer. Je suis méchant des fois, mais c'est la réalité. Elle a plus que les yeux pour pleurer. Il y a une semaine, elle était championne de War, elle était à moitié des championnes par équipe. Et maintenant, elle a plus rien. Alors que Bayley, il lui reste un titre. Elle est encore championne de SmackDown. Donc je suis curieux de voir du côté de SmackDown. Est-ce que on va avoir enfin il y a
Il y a séparation entre Bayley et Sasha Banks. Et puis, bah, faut voir du côté des championnes par équipe. Parce que là, bah, Nia Jax, maintenant, même chez Shayna Baszler, maintenant qu'elles sont championnes par équipe, on va y voir partout. On va y voir à Raw, à SmackDown et à NXT. Chez Shayna Baszler, je suis d'accord. Mais Nia Jax, j'ai un tout petit peu de mal. Et je suis curieux de savoir qui va taper à la porte de Shayna Baszler et de Nia Jax maintenant. Donc voilà, donc j'ai bien aimé ce match. Je vais mettre voilà, un beau 8 sur 10 parce que voilà, avec un changement de titre, une équipe improbable, c'est ce que j'avais prévu. Et maintenant, on passe au top 3. Les 3 matchs que j'attendais le plus du pay-per-view. On commence! Kissy affronte Randy Orton. Qui aurait prévu que Randy Orton se fasse démolir en 5 minutes? Bah, personnellement, pas moi. J'explique, parce que là, Orton qui commence voilà, à sortir des prises et tout, comme d'habitude, c'est-à-dire être méticuleux, à balancer Kissy sur la table qui tient, lui sort un DDT. Mais dès que Kissy s'est lancé, bah, Orton, abonné absent. Il était plus du tout là. Et au final, en 5 minutes, powerbomb de Kissy, victoire de Kissy. Oh putain. Et là, franchement, j'ai été surpris. Mais c'est vrai que beaucoup de gens disaient, ouais, bah, c'est un énorme gâchis pour Kissy. Non. Pour moi, le seul gâchis que j'ai de Kissy, c'est sa musique. Ça, je cache pas. J'écoute sa musique d'NXT à la salle de sport quand je m'entraîne, voilà, parce que c'est une bonne musique. Mais là, la musique qu'il y a là depuis War, allez non, arrêtez. Ça fait mal aux oreilles. Enfin bref, pour moi, voilà, je suis pas d'accord que voilà, Orton perde de la crédibilité par rapport à ce match, parce que pour moi, voilà, Kissy, c'est un catcheur crédible. Il y a un push qui commence petit à petit depuis l'année dernière. Donc, je ne vois pas pourquoi ce serait perdre de la crédibilité à Randy Orton. Je préfère mieux voilà, qu'il perde 5 minutes contre Kissy plutôt qu'on lui mette Akira Tozawa et que Orton perde contre Akira Tozawa en 5 minutes, franchement. Mais c'est vrai que je m'attendais peut-être un petit peu plus de temps, voilà, pour les deux, de voir vraiment Kissy qui donne vraiment, qui a un peu de mal face à Orton. Donc je vais mettre, voilà, quand même un 7 sur 10, voilà, c'est assez correct et je suis très curieux de voir la suite des événements pour Kissy. Et on passe à l'avant-dernier match, le match par équipe entre les Mysterio et le côté du Messiah. Et franchement, j'étais resté sur une note mais hyper positive de SummerSlam entre Dominic et Seth Rollins. Et bah je suis pas déçu. Franchement, je suis absolument pas déçu. Dominic, bah, il fait des débuts, je dirais presque même pour son âge, je dirais presque même que c'est le meilleur début à la WWE. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Mais moi, personnellement, c'est 4. Dominic, voilà, ça se voit que ça fait 2 ans minimum qu'il s'entraîne pour devenir catcheur. Que voilà, WWE, il a pas envoyé comme ça pour rien. Il défend bien l'idée. Voilà, j'ai beau être le fils de Rey Mysterio, je me suis quand même crevé cul pour en arriver là. Et là, Dominic, il le montre. Et le match, voilà, il est bon. C'est un bon match par équipe et on voit quand même à la fin du match où Murphy a voulu tenter un kick sur Rey Mysterio. Mysterio esquive et c'est Rollins qui prend un kick dans la face qui permet donc à Dominic de remporter le match et Dominic voilà qui récupère le plus gros tombé de sa carrière pour le moment et c'est pas contre n'importe qui, c'est Seth Rollins et on voit voilà que la famille Mysterio a eu sa revanche, voilà, ils se sont vengés de Seth Rollins qui leur ont fait baver depuis des mois quoi. Bah en gros depuis le lendemain de Money in the Bank quoi. Donc ça fait quand même un bon moment. Et pour ce match, j'ai décidé de mettre la très bonne note de 8 sur 10. Et franchement, je suis curieux de voir, sachant que la WWE nous ont annoncé que Seth Rollins et Rey Mysterio s'affronteront à Monday Night Raw. Mais je tiens à préciser, ce sera pas un match pour eux. Et là, on passe au main event. Déjà, on nous rappelle les faits que c'est un triple threat no hold barred match. Donc, comme toujours, je ne comprends pas pourquoi vous me sortez cette stipulation no hold barred alors que c'est un triple menace. Et comprends pas. On a The Fiend qui rentre, on a Strowman qui rentre et Strowman attaque The Fiend et arbitre sonne à coche. Ils sont pas censés être 3 au moins là dans ce match. On en a que 2. Bah, Roman Reigns. Peut-être qu'à la dernière minute, il a décidé de se défier. Et ben non. Et il a fallu attendre quand même pas mal de minutes pour que les commentateurs se rendent compte qu'en fait, bah, il en manque un. Là, franchement, ça a été vraiment dégueulasse, ça a été mal booké ce truc. Et au final, tu regardes le match entre The Fiend et Strowman, j'ai trouvé meilleur que celui de SummerSlam parce que là, vraiment, le thème sans disqualification, alors là, ils se sont fait énormément plaisir. Avec des passages à travers une table, utilisation des escaliers en acier.
ou encore l'utilisation, je crois que c'est une sorte de masse, une sorte de marteau fantasy issu voilà, du monde tordu de Bray Wyatt. Et on a voilà, le spot Oh My God comme on a dans les WWE 2K quand vous incarnez par exemple des gros catcheurs comme Mark Henry ou Big Show. Une superplex de la deuxième corde exécutée par The Fiend sur Strowman. Et là on a le ring qui éclate. Le ring ne tient pas sur la pression des deux catcheurs et au final le ring est totalement détruit. Et c'est à ce moment-là que Monsieur Gros Chien a décidé de ramener son cul. Il voit que voilà, les deux nonos sont KO, et hop, il va les avoir. Parce que il n'a pas signé le contrat. Il n'a toujours pas signé le contrat, Roman Reigns, depuis SmackDown. Donc officiellement, il est pas dans le match. Et là, il arrive avec Paul Heyman, voilà, son nouvel avocat, son nouveau manager, parce que maintenant il est méchant, donc il a des tactiques de méchant. Et il va signer le contrat. Il prend sa petite chaise et il va détruire Strowman et Bray Wyatt et repartir. Bizarre c'est le thème du t-shirt. Mais j'ai pas aimé comment Roman Reigns a détruit The Fiend. J'ai pas du tout aimé comment il a mis out. Parce que voilà, Roman Reigns détruit The Fiend, il détruit Strowman. Donc voilà, The Fiend est tellement puissant qu'il se relève comme s'il n'avait rien. Il porte Mandible Claw. Et on a Roman Reigns qui fait un low blow. Donc il frappe dans les boules à papa de The Fiend. Et The Fiend, il est plus là. Ah, il est out, il est viré à l'extérieur. Oh là là. Ah, j'ai trouvé ça mais ignoble. J'ai trouvé ça ignoble. Parce que la WWE donc tente de protéger The Fiend. Parce que c'est pas The Fiend qui va se taper le tombé final. C'est pas lui qui va se prendre le spear final. Ça va être Strowman. Mais pour moi, il est pas protégé comme ça. Parce que ça montre vraiment l'image qu'en fait, au final, tous ses anciens adversaires, donc en gros, Finn Balor, Seth Rollins ou encore Daniel Bryan, auraient dû le taper dans les robignoles pour le vaincre. Parce qu'au final, Roman Reigns, qu'est-ce qu'il montre? Il montre que c'est ça. Il y a clé de la victoire pour battre The Fiend. Un coup de pied dans les boules à papa et c'est bon, The Fiend il est out. Franchement, j'ai pas aimé ce spot final. Et bien sûr, Roman Reigns qui devient champion universel pour la deuxième fois de sa carrière. Et il récupère donc le titre qu'il n'a jamais perdu. Et le show se termine donc avec Roman Reigns qui repart voilà, comme ça. Lui, il a pas catché. Ah il a quasiment pas catché et il repart avec le titre comme ça, comme si de rien n'était. Voilà. Il a détruit Strowman, il a détruit The Fiend et il est reparti. Et sacré main event. Personne s'y attendait. Mais n'empêche, je vais mettre un beau 8 sur 10. Pas pour la prestation de Roman Reigns, mais surtout pour la prestation des autres challengers, donc de The Fiend et de Strowman. Parce que sinon, Roman Reigns, lui, il a rien foutu. Et c'est vrai que c'est assez choquant de voir Roman Reigns comme ça, mais il est maintenant. C'est un pari risqué de la part de la WWE parce que Roman Reigns c'est le visage de la fédération et depuis plusieurs années, les visages de la compagnie, c'est des babyface quoi. Ils représentent l'image de la WWE, donc les trucs avec Make-A-Wish et tout tintouin, il faut des babyface. Là ils ont fait tourner Roman Reigns et franchement pour le moment, j'aime bien. Ça sort de l'ordinaire. Moi qui suis fan de Roman Reigns, j'ai le t-shirt, j'en ai 3 autres qui traînent minimum. Là, j'ai la Funko Pop de Roman Reigns. Donc oui, je suis assez fan de ce catcheur. Mais le fait de voir franchement, je trouve que ça entraîne du renouveau, quoi. De voir qu'ils peuvent aussi bien faire un Roman Reigns face que à tout moment. Et après, d'après ce qu'on voit côté plan de la WWE, Roman Reigns est destiné à être un très bon heel. Donc voilà, c'est la fin de cette review de Payback. Et puis entre nous, je pense que ce pay-per-view a été créé vraiment pour mettre un seul match en avant. Et je dirais même plus mettre qu'un seul catcheur en avant. Il s'agit de Roman Reigns, le gros chien. Parce que on était tous déjà sur une très bonne lancée, sur des très grosses interrogations par rapport à Roman Reigns depuis SummerSlam. On le voit revenir, il attaque tout le monde, il y a des allures de heel. Donc on s'attend à ce qu'il soit heel. On a Raw, SmackDown où il s'associe à Paul Heyman, donc on est curieux de voir à Payback comment ça va se dérouler. Donc on voit vraiment que le main event et Roman Reigns sont vraiment les éléments qui sont plus mis en avant sur ce pay-per-view. Mais ça n'empêche pas que WWE nous ont mis quand même de très bons matchs sans pour autant délaisser le reste du pay-per-view. Donc on a des bons matchs, comme je dis, on a le match par équipe entre les Mysterio, Seth Rollins et Murphy. On a Kissy contre Orton. On a le match féminin par équipe entre Bayley et Sasha Banks, Nia Jax et Shayna Baszler. Pour moi, c'est un pay-per-view assez correct qui mérite un bon 8 sur 10. Je mets un petit point bonus par rapport à ce pay-per-view par rapport à la durée
d'écart avec l'ancien pay-per-view, parce qu'en effet, on n'a eu qu'une semaine d'écart entre SummerSlam et Payback, donc à WWE, on pris déjà un énorme risque de nous proposer 2 pay-per-view avec une semaine de décalage, donc on s'attendait vraiment à beaucoup de surprises, donc on se doutait que la WWE allait nous mettre des matchs à Payback qu'on n'a pas eu à SummerSlam, comme par exemple voilà Biggie contre Sheamus, Matt Riddle contre Corbin, donc vraiment des matchs qu'on n'a pas eu à SummerSlam, mais aussi des matchs tout à fait inédits, voilà, comme le match par équipe entre les Mysterio, Seth Rollins et Murphy, qui ici contre Orton par exemple. Mais ça n'empêche pas que c'est un très très bon pay-per-view, et je trouve que la WWE est sur une très bonne lancée depuis SummerSlam, bizarrement depuis que la WWE a déménagé au Thunderdome. Donc je pense que WWE, vous avez pris une bonne décision, parce que nous en tant que fans, on s'est assez vite du Performance Center. Et puis à noter que voilà, depuis qu'à WWE ont abandonné les matchs cinématographiques, je trouve que on est quand même mieux. On est quand même mieux dans l'aspect vraiment catch où vraiment on a que des matchs ringside. Et puis qu'on voit qu'on est que sur le direct, donc au final la WWE ne peuvent pas corriger donc les botches qu'il y a dans les matchs, donc au final on fait avec. Et je trouve que c'est génial de faire ça, de reprendre le direct, parce qu'au moins ça évite de sortir des matchs pseudo parfaits quoi. Donc voilà, donc j'ai fini pour cette review de Payback. Je vais vous retrouver avec mon moi du futur qui a vu Monday Night Raw. Et pendant ce temps-là, moi, je vais me mettre à jour, je vais regarder Monday Night Raw, dont je vous laisse en sa compagnie. Et voilà, on se retrouve pour la review de Monday Night Raw. C'est Jimbo qui date depuis mardi, parce que mon collègue qui n'a pas encore regardé Monday Night Raw, il est nul quoi. Il est nul. Bon, voilà, donc on se retrouve pour cette review. Et le show commence par Randy Orton qui nous pète un énorme cap car il ne comprend pas pourquoi il doit faire tous ces matchs pour obtenir une nouvelle opportunité pour affronter Drew McIntyre au prochain pay-per-view de la WWE qui est Clash of Champions, qui aura lieu donc la nuit du 27 septembre sur le WWE Network, je précise encore. Qu'au final, Orton il comprend pas parce qu'il lui a quand même mis 3 pet kicks dans la gueule, que Drew McIntyre il est blessé, il est à l'hôpital avec tous les copains que Randy Orton a déjà fracassés. Donc on a un petit montage, voilà. On a Edge, Christian, Big Show, Ric Flair, Shawn Michaels et maintenant Drew McIntyre. Parce qu'en fait, il nous précise qu'en fait, on va avoir 3 matchs dans la soirée et que vainqueur de chacun des matchs affrontera les autres vainqueurs dans un triple threat match et le vainqueur affrontera Drew McIntyre à Clash of Champions. Et oui, la WWE et les rivalités, ils vont très très vite. Il reste pas le temps, allez hop, lendemain de Payback, on prépare les rivalités. Et donc au final, Orton se confronte à Kissy, voilà, qui se confirme, voilà, qui a affronté Orton la nuit précédente et qui a battu en 5 minutes. Mais pendant que Kissy est en train de parler avec Orton, il se fait attaquer par Dolph Ziggler, donc et un des participants de ces matchs. Déjà, je me demande pourquoi Dolph Ziggler en fait partie. Mais j'ai regardé donc les différents matchs, et en fait, j'ai découvert qu'en fait que dans chacun des matchs, on a un ancien challenger de Drew McIntyre. Donc on a Dolph Ziggler, on a Seth Rollins et on a Randy Orton. Mais le match, j'ai pas du tout aimé parce que voilà, Kissy, il a battu Orton en 5 minutes, il en a fallu 10 pour qu'il batte Dolph Ziggler. Et franchement, j'ai trouvé ça débile. Parce que ça fait perdre un peu de crédibilité à Randy Orton, quoi. Bien que voilà, il récupère vite fait sa crédibilité. Mais là, ça fait perdre un peu de crédibilité à Kissy, parce que Dolph Ziggler, c'est pas Orton. Il est largement en dessous de Orton. Et là, Kissy qui met 10 minutes pour le battre, j'étais assez surpris. Et en parlant de Clash of Champions, on a la championne de Raw, Asuka, qui se fait interviewer dans le ring et on lui demande quel serait pour elle son prochain défi pour Clash of Champions. Et on a entendu une Asuka parler plus en anglais qu'elle ne parle d'habitude, où elle dit que voilà, elle est prête pour affronter tout le monde, mais par contre personne n'est prête pour elle. Et on a la revenante Mickie James qui arrive, qui se met en avant, qui rappelle à Asuka, oui, je suis 6 fois championne du monde, mais voilà, elle complimente un petit peu Asuka. Et là, on a les reines de TikTok, voilà, j'appellerai les reines de TikTok parce que voilà, je regarde leur TikTok de temps en temps. On a Natalya et Anna, et Anna qui vend Natalya comme étant il y a leader des vestiaires, que c'est la meilleure catcheuse féminine à l'heure actuelle à la WWE, bref. Et on a un combat entre Anna et Mickie James, remporté bien sûr par Mickie James. Mais après cette victoire, Mickie James dit qu'elle est prête pour Asuka. Mickie, tu peux m'expliquer et Anna, elle a des
niveau bien en dessous d'Asuka. Donc tu peux pas dire que tu es prête à affronter Asuka juste parce que tu as battu Lana. Donc moi, si j'étais toi, affronte Natalya et dès que tu auras battu Natalya, tu pourras dire que tu es prête pour Asuka. Et là, on passe au deuxième match de qualification, Randy Orton contre Kevin Owens. Et on voit qu'à un moment donné, Kaya Braxton a voulu interviewer donc Aleister Black, donc elle est dans son elle est devant son vestiaire, pour avoir des informations sur le e-turn de Aleister Black. Parce que oui, si vous avez pas vu Monday Night Raw la semaine dernière, Aleister Black est revenu, il a fait un e-turn lui aussi. Donc les abonnements e-turn WWE, ils en font beaucoup. Et donc au final, Randy Orton sort. Il sort et on suppose que Randy Orton a négocié quelque chose avec Aleister Black. Et donc au final, Orton arrive, Kevin Owens arrive, et pendant que Kevin Owens se prépare à aller dans le ring, au final il se fait attaquer par Aleister Black. Bon, il se prend un Black Mass dans la gueule, allez hop, Owens il est out. RKO, Orton il bat Kevin Owens en 1 minute. Donc Orton avance pour la finale et on voit vraiment que Randy Orton est très motivé à vouloir affronter Drew McIntyre. Et là, on passe à un épisode du VIP Range avec vraiment MVP en animateur avec Shelton Benjamin et notre nouveau champion des États-Unis Bobby Lashley. Donc voilà, MVP qui fait les éloges de Bobby Lashley, qui fait les éloges du Horse Business et il se fait interrompre par Cedric Alexander. Et pendant que Cedric Alexander est en train de parler, on a les Viking Raiders qui viennent attaquer le Horse Business. Donc ça conduit donc au match à 6 de prévu. Donc le Horse Business contre Cedric Alexander et les Viking Raiders. Donc victoire de Cedric Alexander et des Viking Raiders qui, grâce à un tombé de Cedric Alexander sur MVP. Donc on suppose que au final la rivalité du Horse Business, en gros ils sont en rivalité avec tout le monde parce qu'au final et là, ils sont en rivalité avec Cedric Alexander, avec Ricochet, il y a Viking Raiders et Apollo Crews. Donc on comprend absolument rien, sachant qu'un peu plus tard dans la soirée, à War Underground, Shelton Benjamin doit affronter Apollo Crews. Donc franchement, je sais pas comment la WWE est en train de booker cette rivalité. Mais voilà, faut vraiment qu'ils se cassent vraiment sur un challenger quoi, parce que là on peut pas supposer ça va être qui, parce qu'à Payback vous nous dites que Apollo Crews n'en a pas fini, il veut récupérer son titre, donc on suppose que la rivalité va continuer, mais qu'au final vous nous créez une autre rivalité avec Cedric Alexander et les Viking Raiders, on se demande qu'est-ce que vous nous réservez pour Clash Champion. Et là donc on a la revanche du kick-off de Payback entre Riot Squad et Iconics. Donc au début on a une petite stipulation assez sympa pour l'équipe gagnante, c'est que l'équipe gagnante obtiendra un match de championnat contre nos nouvelles championnes par équipe, Shayna Baszler et Nia Jax. Mais je tiens à préciser, un match de championnat, mais on ne sait pas quand, ça peut être aussi bien à War la semaine prochaine ou à Clash of Champions. Mais par contre, l'équipe qui perd devra se dissoudre. Donc en gros, on aura peut-être plus Riot Squad ou Iconics. Et le Riot Squad remporte le match et c'est Iconics qui doivent se dissoudre. Donc on voit vraiment que Peyton Royce et Billie Kay, elles sont en décomposition quoi, elles y croient pas. Et c'est vrai que moi aussi j'y crois pas parce que personnellement, moi quand j'ai vu Iconics débuter dans le roster principal, on les a connus en tant que Iconics. On n'a jamais connu Peyton Royce ni connu Billie Kay sur le parcours solo. Donc c'est vrai, ça fait un peu bizarre. Et donc au final, on a appris que cette décision de séparer Iconics vient de Vince McMahon en personne. Et qu'apparemment, il y aurait eu cette idée-là l'après-midi avant Monday Night Raw. Donc en gros, lundi après-midi. Et donc pour lui, l'idée ce serait de séparer Iconics pour mettre Peyton Royce en avant. Donc on voit que Vince McMahon croit plus en Peyton Royce qu'en Billie Kay. Je suis assez curieux de voir ça parce que pour moi les Iconics ne devaient pas se séparer. Et donc au final on a les Riot Squad qui sont les challengers numéro 1 au titre de Nia Jax et de Shayna Baszler. Donc je suis assez curieux de voir ça, mais moi personnellement ça fait pas ni une ni deux. Je vais parier surtout sur un match gagné par nos championnes par équipe parce que je ne vois pas les Riot Squad les vaincre sérieusement. Là on passe au dernier match de qualification. Seth Rollins face à Rey Mysterio. Mais roulement de tambour, on a appris que Rey Mysterio s'est blessé à Payback, qui souffre d'une déchirure du triceps. Donc je tiens à préciser que ce n'est pas une déchirure complète du triceps, donc Rey Mysterio n'aura pas besoin de se faire opérer. Il devrait avoir autour de 2 mois d'inactivité in-ring. Mais je pense que la WWE va continuer à l'utiliser parce que voilà, on le voit, il est blessé mais il est quand même présent. Et c'est son fils Dominic
qui prend donc la place de son papa. Bah dis donc gamin, t'en fais des putains de débuts. Je fais la semaine dernière, tu fais ton premier match à SummerSlam contre Seth Rollins. À Payback, tu remportes ton premier match. Et là, t'as une opportunité d'être challenger numéro 1 au titre de Drew McIntyre. Bah putain gamin, même papa il a pas fait autant un tel début du côté de la WWE. Et on voit que avant le match, Seth Rollins qui arrive avec Murphy. Et Seth Rollins n'a pas digéré donc Edan qui a perdu suite au kick de Murphy. Et donc Seth Rollins dit clairement à Murphy qu'il ne veut pas y avoir aux abords du ring. Il ne veut pas que Murphy vienne lui mettre des bâtons dans les roues de manière involontaire pour l'empêcher de devenir potentiellement le challenger numéro 1 au titre de la WWE. Donc il lui dit clairement, vas-y, dégage mon ring. Et donc au final, on se retrouve avec un match vraiment clean entre Dominic et Seth Rollins, qui est franchement un énorme match. Et franchement, je suis pas déçu de voir Dominic, au contraire, il catch super bien et en plus face à Seth Rollins, mais son bon catch n'a pas suffi à remporter la victoire. Donc victoire de Rollins, qui a fait un stomp sur Dominic pour avancer au final. Donc on a nos 3 catcheurs en finale. Donc on aura Seth Rollins, on aura Kissy et Randy Orton dans le main event de ce soir. Et à noter que juste après le match, Seth Rollins qui était vraiment énervé, il reporte un curse stomp sur Dominic comme ça, juste pour plaisir. Et là, on passe à un Tornado Tag Team Match. Donc en gros, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de règles, on n'aura pas d'Omega, c'est que les 2 membres des équipes pourront être dans le ring comme ils le veulent. Et je tiens à préciser que ce sera pas pour le titre par équipe de World. Donc on a les Street Profits contre l'équipe d'Angel Garza et d'Andrade, accompagné bien sûr par Zelina Vega. Et la petite conquête d'Angel Garza qui est demi-nom de Basher. Et à noter que durant le match, comme d'habitude, Montez Ford, je kiffe à fond, Angelo Dawkins me casse les couilles, tout simplement. Et au moment où Montez Ford commence à gagner de l'énergie, à faire son Ultimate Warrior, donc à secouer la 3e corde, on a des problèmes de lumière. On a Rétribution qui commence à pointer le bout de leur nez. Et donc on a Angel Garza, il est stratégie, il anticipe, il s'est tiré. Il s'est tiré en douce avec demi en laissant Andrade et Zelina Vega à la merci de Rétribution. Et Rétribution, ils arrivent et ils attaquent tout le monde. Ils attaquent même Zelina Vega. Mais putain, Rétribution, n'attaquez pas Zelina Vega. On n'attaque pas les femmes. Attaquez Angelo Dawkins, attaquez Montez Ford, attaquez Andrade. Mais Zelina Vega, vous n'y touchez pas. Vous avez compris? Et donc au final, Rétribution est là. On les attendait à Payback. Mais ils étaient pas. Ils étaient pas là et on a appris une nouvelle concernant Rétribution, c'est que maintenant, Rétribution sont exclusifs à Monday Night War. C'est-à-dire qu'on ne verra plus Rétribution à SmackDown et puis on verra jamais Rétribution du côté de NXT. Franchement, Rétribution, je sais pas où est-ce qu'ils y vont avec eux et à WWE parce qu'ils nous les mettent à SmackDown, ils détruisent tout le monde et tout. On s'attend à une équipe style Nexus ou anti-WWE. On a des rumeurs disant que c'est Roman Reigns le leader de Rétribution, donc je pense que cette rumeur est terminée maintenant parce que Roman Reigns est du côté de SmackDown, Rétribution est du côté de Raw, donc je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué de communiquer. Mais enfin bref, et là on a des membres de Rétribution qui varient. On a 6 membres au début, on monte à 10, 25, on diminue. Je sais pas du tout ce que font la WWE avec Rétribution, mais franchement, ils devraient mettre des points sur les i avec Rétribution parce que j'ai peur qu'au final, ma Rétribution soit un projet complètement raté de la part de la WWE. Et donc là, on passe au main event de Raw, le triple menace entre Orton, Kissy et Seth Rollins. Et bien sûr, Murphy qui est toujours pas là. Seth Rollins ne veut absolument pas de Murphy. Mais on voit que durant le match, on a 2 heels contre un babyface, que fait Seth Rollins? Il veut trouver une entente, il veut pas affronter tout ça qu'ici. Il veut tenter une petite alliance tranquille avec Randy Orton, mais Orton lui dit, non mon pote, je sais ce que tu vas faire, on va s'allier tous les deux, et au moment où je vais avoir de tourner, tu vas me curse ton pa gueule. Et donc au final, pas d'alliance possible. Et quand même, un match où le plus opportuniste, ça a été Orton. Parce que il a profité d'un powerbomb de Kissy, mais vraiment, les powerbombs de Kissy, oh là là, putain, j'ai mal pour le catcheur qui subit sa prise, pour coller un RKO à Kissy pour l'assommer, et il fait un tomber sur Rollins pour remporter le match. Donc on a Randy Orton qui est le challenger officiel au titre de la WWE face à Drew McIntyre. Donc on a déjà un des main events de Clash of Champions d'annoncer.
Randy Orton face au champion Drew McIntyre. Et bien sûr, c'est ce que j'attendais énormément parce que voilà, comme j'ai dit, Drew McIntyre c'est un très bon champion, mais il faut que ces rivalités durent, faut pas qu'elles durent qu'un seul mois. Et là, voir que Randy Orton aura une deuxième opportunité au titre de Drew McIntyre, franchement, je kiffe beaucoup. Et puis surtout, ils ont préservé Kissy parce que c'est pas Kissy qui subit le spot final, c'est Seth Rollins qui se prend de tombée finale. Donc voilà, ça a été préservé. Bien qu'il y en a, ils ont peut-être pas compris pourquoi Orton fait tomber sur Rollins au lieu de le faire sur Kissy. Donc moi, j'ai peut-être une petite idée derrière la tête, c'est que voilà, Orton a peut-être anticipé que un seul RKO ne suffirait pas à mettre KO Kissy, mais par contre, un sit-up powerbomb de Kissy sur Rollins était KO. Bon, je pense qu'Orton il le sait, il a subi la prise la veille, donc il sait que si cette prise elle passe, le catcheur qui a subi il est complètement KO, donc il va pas se relever. Donc il en a profité pour porter un RKO à Kissy juste le temps qu'il faut pour faire un tombé sur Rollins. D'ailleurs Orton qui se rate, il trébuche sur Kissy, mais il se récupère mais d'une manière extra, il fait une petite roulade d'ailleurs, j'ai glissé, non, on n'a rien vu, et il porte tomber sur Rollins. Mais franchement, super match, et on voit que, je pense personnellement, depuis qu'ils sont au Thunderdome, je trouve que WWE, vous nous faites de meilleurs shows, que ce soit les shows hebdomadaires ou les pay-per-view, franchement, waouh. Et là, je parle de partout, donc je parle de Raw, SmackDown, NXT, franchement, vous défoncez tout à WWE. Donc voilà, cette review complète de Payback et de Raw sont terminées. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Lâchez le petit pouce bleu qui fait plaisir à la chaîne et activez la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, comme j'ai dit en début de vidéo, il y a le concours carte Siamatax qui continue. Donc allez voir ma dernière vidéo et participez un maximum, ça va me faire énormément plaisir d'organiser ce concours et de voir que vous êtes déjà nombreux à participer. Ça fait extrêmement plaisir à mon cœur de fan de catch. Et en attendant, soyez fiers d'être fan de catch. C'était Jimbo et à suite au prochain épisode. Je vous fais des bisous, à la prochaine.